vous êtes là. Alors, merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation, Constance. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu de open source software et comment partager le code. Donc, je fais une petite introduction avec mon expérience et ce que je veux partager aussi avec vous. Donc, mon domaine d'expertise, c'est autour des systèmes reconfigurables et systèmes on chip, la conception aussi électronique, donc Electronic Design Automation pour applications liées à la sécurité spatiale et astronomique. J'étais auteur et co-auteur de 2 livres qui sont en libre accès en collaboration avec ARM sur des Fundamental System on Chip Design et l'autre éditeur sur l'application Enabled by FPGA-Based Technology, en collaboration avec des collègues de Genève, notamment André Soupegui et Laurent Gantel. Je ne sais pas s'ils sont là à écouter derrière avec Tanguy. Et j'étais aussi co-auteur des outils open source qui ont eu, on va dire, de succès. MIPS FPGA, Dynamatic et Dynarapid. Ce n'est pas encore publié, mais va être bientôt publié en open source. Dans mon expérience, je fais partie aussi du comité technique pour nombreuses conférences internationales, notamment liées à la Electronic Design Automation, FPGA, comme Electronic Design Automation Conference, FPGA, FCCM, ICCD. Et, donc, je fais partie aussi du comité d'évaluation pour les artefacts, qui est lié aussi à l'application open source du code. Je fais partie du comité aussi de Swiss University pour les ORD programmes depuis 2023. Maintenant, oui, ça c'est la 2e année, cette année c'est 2024. Et je suis aussi senior member de IEEE et member de ICM. Donc, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce qui concerne le open source software. Okay? Donc, c'est un peu une philosophie dans l'ingénierie logicielle. Okay? Open source, c'est souvent mélangé avec le concept aussi de free software. Et bien sûr, free software et open source software, ils ont des éléments qui sont bien communs. L'utilisation gratuite, on va dire, du code et la liberté aussi de modifier ce code et le partager sur des moyens, notamment Internet ou sur des sites d'hébergement du code open source. Malgré le fait qu'ils ont des points en commun, ces termes sont bien des termes qui sont différents. Donc, on ne va pas rentrer dans ce concept et des différences philosophiques entre la free software et open source software. Aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur la partie open source même et voir tout ce qu'il y a autour. Donc, juste des petites anticipations pour ce qui concerne cette présentation même. Donc, si vous êtes déjà un développeur logiciel et vous avez déjà publié du code en open source, ou par exemple, vous êtes là pour essayer d'apprendre comment utiliser de manière plus efficace Git à partir de votre Integrated Design, Integrated Development Environment, etc., d'ici 5 minutes, vous êtes tous ennuyés, tous comme ça. Vous allez vous endormir parce que ce n'est pas ça le contenu de cette présentation. Donc aujourd'hui, si vous êtes intéressé à comprendre un peu qui sont les bases, qu'est-ce qu'il y a derrière le monde de partage des projets open source, ça, c'est la bonne place pour vous. Vous allez découvrir des choses intéressantes. Juste pour vous donner une anticipation du contenu de cette présentation. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on a une introduction. Je vais commencer avec quelques notions historiques, d'où ça vient le open source. Aussi, la définition de open source, donc tous ces éléments qu'il y a derrière. Le monde des licences, que c'est un monde assez large et une évolution continue. Toutes les plateformes d'hébergement à disposition qu'on a aujourd'hui pour héberger notre code et notre projet open source. Après, je vais mentionner un peu les différences qu'il y a entre open source code et research artifact. Quelle est la différence et qu'ils ont en commun? Et aussi comment ça fonctionne le processus d'évaluation de artifact evaluation pour les majeurs IEEE ACM Conference autour du monde. Et aussi avec des good practices et common errors, les erreurs communes qu'on retrouve souvent dans ce partage du code. Pour conclure après la présentation.
Donc, pour commencer, le terme, le label open source était créé pendant une séance stratégique en février 1998 à Palo Alto, en Californie. Après, en fait, l'annonce de Netscape de faire le release de leur source code. Et comment ils sont arrivés, en fait, à ce point? Euh, alors, la séance avait l'objectif, la séance, on va dire, stratégique avait l'objectif de promouvoir une nouvelle méthode de développement ouvert. Donc, développement logiciel qui soit ouvert. Et les gens qui ont participé à cette séance, ils ont réussi d'avoir des points pragmatiques et créer un business case qui va vraiment valoriser le fait d'avoir une communauté engagée de développeurs autour du monde, dans un sens plus large, on va dire, puisque autour du monde dans un sens plus large, euh, qui va permettre d'améliorer la qualité et aussi le- la, la vitesse de développement, en fait. Avoir des choses qui sont plus rapides et plus efficaces. Et justement, à la fin de cette séance, ils ont bien voulu faire la distinction entre ce qui est le free software, c'est un concept qui existait déjà de quelques années en arrière, et le open source software. Euh, oups. C'est pour ça qu'en 1998, fin février, deux acteurs principaux, Eric Raymond et Bruce Perens, ils ont créé cette open source initiative. Et avec le but, on va dire, la mission de formaliser une sorte de règles et de pratiques liées au partage de code et des projets open source. Et donc, la mission de cette association, de cette initiative, c'était, SOI, c'était de formaliser toutes ces règles. Donc là, si vous allez, par exemple, vérifier, taper sur Internet, SOA, il y a toutes les infos, il y a tout le monde lié à l'open source, y inclut toute la partie historique. Et bien sûr, avec cette organisation un peu formalisée, un peu mise en place, ils ont commencé aussi à créer une sorte de promotion pour l'utilisation même dans des milieux publics, notamment dans les gouvernements américains, pour l'utilisation de le logiciel open source. Ça, c'était déjà en janvier 1999. Et bien sûr, une des premières choses qu'ils ont commencé à faire, c'était justement de définir qu'est-ce que ça veut dire open source. Et ils ont mis en place ça s'appelle Open Source Definition, OSD, que c'est à nouveau, c'est quelque chose d'officiel. Okay? C'est pas juste quelque chose comme ça, mais ils ont bien défini. Et un des points très importants, c'était en fait de définir que l'open source code does not mean just provide access to the source code. Okay? Donc, la définition open source, ça signifie pas juste fournir accès au code source. Donc, on peut pas juste mettre notre code sur un site Google Drive partagé par tout le monde et dire, OK, mon code, c'est open source. Au moins, il n'est pas conforme à la définition de open source. La définition d'open source, en fait, inclut toute une série de principes, qui sont 10 principes, qui doivent être respectés. Donc, toute cette liste énorme, donc liée à la redistribution du code, à l'intégrité de source code, à la possibilité de créer des travaux qui sont dérivés à partir de ces codes, aussi liés à la discrimination euh, vers des personnes ou groupes de personnes, ou aussi des champs d'application. Et aussi, bien sûr, sur tout le monde lié à les licences. Vous verrez, aujourd'hui, le monde des licences, c'est un monde énorme et ça prend la plupart, en fait, de l'énergie et des choix à faire au moment de partager votre code. Maintenant, on va passer juste vite, brièvement,
en revue ces 10 principes, juste pour voir quels sont les aspects fondamentaux. Donc, free redistribution, par exemple, dans la définition open source. The license shall not restrict any party from selling or giving away the software as a component of aggregate software distribution containing programs from several different sources. Mais la chose principale, et c'est en fait la ligne qui vient juste après, c'est que c'est pas payant. Donc, une fois qu'on partage notre code open source, la licence, il n'a pas besoin d'avoir aucun royalty lié à l'utilisation de ce code. Après, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un expert même de licences et royalties et patents, etc. Mais il y a beaucoup, on va dire, des cas où les gens, ils ont construit des business models, ils ont construit aussi des manières pour euh, construire tout un cycle économique et avoir des retours économiques en utilisant des codes open source. On va voir plus tard dans certains cas où ça c'est permis par les licences et certains autres cas où c'est pas permis. Source code, à nouveau, c'est toute cette liste de principes avec énorme phrase de définition. Mais la chose importante, c'est que le source code et l'intégrité de source code must be the preferred form in which a programmer would modify the program. À nouveau, différents programmeurs, si vous êtes programmeur et vous avez déjà programmé, ont différentes préférences. Il y a des programmeurs en C, C++, il y a des programmeurs en Java, il y a des programmeurs Python, il y a des développeurs qui préfèrent Rust, etc. Mais si je suis et je veux participer au développement d'un projet C++ et je connais C++, je dois être une manière de mettre les mains sur ce code. Donc, l'aspect que c'est très important de ce point 2, c'est deliberately obfuscating the code is not allowed. OK? Donc, si vous avez partagé votre code juste parce que vous avez besoin que ce soit partagé quelque part, pour une raison ou l'autre, mais après, les gens ne peuvent pas contribuer parce que le code est obfusqué, ce n'est pas compliant avec la définition officielle de open source. Bien sûr, le point 3, lié à les works qui sont dérivatifs. Donc, la licence doit aussi permettre de créer des travaux qui sont dérivés à partir de ce premier partage. Intégrité of the author's source code. À nouveau, toute une série de listes de phrases qui vont définir ces points 4. Mais la chose importante ici, c'est que la licence doit explicitement permettre la distribution de logiciels qui étaient construits à partir de ces source codes. Okay? Le but, ce n'est pas d'enfermer, mais c'est d'ouvrir, toujours d'ouvrir. Et bien sûr, les points 5 et 6, no discrimination against persons or groups. Ça veut dire qu'on n'a pas, surtout aujourd'hui, on va dire, on a des situations un peu géopolitiques particulières autour du monde, en Europe, mais aussi en Asie, etc. Et l'open source, normalement, ne doit pas interdire l'utilisation ou le partage de ce code, donc ne doit pas discriminer a priori vers certains pays, groupes de personnes, ou, etc., etc. Et c'est même lié à certains champs d'application et cas de figure. C'est-à-dire que, après, ça dépend bien sûr toujours de l'éthique des ingénieurs et les gens qui vont utiliser votre code open source. Mais normalement, une fois que vous allez partager le code open source, ce n'est pas à vous d'interdire des utilisations particulières. Distribution des licences. OK? À nouveau, la licence doit être compliant, doit permettre la redistribution,
et ne doit pas être spécifié, ça c'est le point 8, ne doit pas être spécifié to a product. OK? Donc, c'est toujours dans l'esprit d'avoir des licences et des méthodes qui sont très ouvertes. Vont plus vers l'ouverture que vers la fermeture du code. Donc, c'est ça l'accent où ils ont vraiment voulu mettre pendant ces définitions. Pareil pour les 9 et 10, donc il ne doit pas restreindre des autres logiciels. Par exemple, la licence but not insist that all other programs distributed in the same medium must be open source software as well. Après, on verra plus tard dans les différents types de licences comme ils ont réussi un peu à échapper certains points qu'ils ont écrits ici, tout en restant plus ou moins compatibles. Et bien sûr, le dernier point, c'est que la licence must be technology neutral. Okay? No provision of the license might be predicated on any individual technology or style of interface. Voilà. On a vu la définition de open source. On a vu qu'il y a beaucoup qui concerne la partie licence même. Maintenant, on va essayer un peu de comprendre un petit peu en détail qu'est-ce qui sont les licences et comment je pourrais aussi choisir quel type de licence ça fait pour moi ou pas. Donc, bien sûr, les licences open source doivent être compatibles avec la définition d'open source, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Les principes, c'est que le logiciel doit être utilisé librement, modifié et partagé. Donc, c'est un peu les trois principes, OK? Freely used, modified and shared. Et une licence, OK? Donc, pour être approuvée, doit passer par tout un processus de révision par le SOI, okay? Pour le Open Source Initiative. Après, ils vont le mettre en bon marque et ça va devenir compliant. Donc, ça, c'est un peu la règle pour les licences. Après, vous verrez que dans les années aujourd'hui, à partir de 1998, quand ils ont créé la Open Source Definition, etc., toutes les licences ont commencé à devenir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ils ont même sorti de contrôle. Et aujourd'hui, il y a même des licences qui s'appellent unlicensed, juste pour vous donner un exemple, tellement elles sont différents des principes originaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il existe plus de 200 types de licences différents. Okay, c'est un cauchemar. Le choix de la licence, c'est toujours un cauchemar. Mais heureusement, on peut les regrouper en trois morceaux, en trois différents groupes, on va dire, qui vont les caractériser pour des modèles en commun, on va dire. Ces trois types de groupes, c'est le modèle, par exemple, public domain, c'est un type. Après, là, les permissive ou les copyleft. Et maintenant, on va essayer de passer un peu en revue parmi ces types de licences et en donnant aussi des exemples et des cas d'utilisation. Donc, public domain. Okay, ça, c'est la licence la plus ouverte en absolu. Si on va avoir la traduction littérale, ben, c'est des domaines publics. Okay, ben, on n'a pas même de traduction française, il faut juste inverser les deux mots. Public domain, domaine public. Théoriquement, tout le monde peut modifier et utiliser le logiciel sans aucune restriction. Et quand je dis théoriquement, je dis exprès théoriquement. Pour la raison que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, la licence la plus utilisée, on va dire, qui va rentrer dans ce cas de public domain, c'est la Creative Commons. Donc, tout le monde peut utiliser, en fait, public domain pour utiliser, partager, etc., etc. Mais après, sous les chapeaux, on va dire, de ces Creative Commons, pour rendre les choses plus simples,
ils ont bien sûr forqué 6 types différents de licences, BI, BBY, SA, blabla, etc., que je ne connais même pas tous par cœur. Et c'est très compliqué de suivre tous les détails. Mais comme vous pouvez voir, il y a ce type de différences dans les Creative Commons qui vont permettre ou interdire l'utilisation dans des milieux commerciaux, dans des milieux professionnels. Donc, vous voyez un peu comme le principe tout à l'heure de open source, qu'on disait les 10 principes, oui, tout doit être libre, ouvert, etc. Après, ils ont commencé à dire oui, mais on peut interdire cette cas d'utilisation, on peut interdire l'autre, ou etc., etc. Donc, il y en a 6 types différents juste pour la Creative Commons, hein. Surtout, faites très bien attention dans notre cas HSSO, dans le cas HSSO où on travaille beaucoup avec les entreprises, euh, dans l'utilisation justement de la fermeture de code et de l'utilisation pour des applications commerciaux, parce que même si on parle de licence Creative Commons, on peut tomber dans des cas particuliers où on ne peut pas l'utiliser pour des raisons commerciales. Donc, juste faites attention. Bien sûr, là, vous avez les liens. Vous pourrez trouver des infos creativecommons.org, Sharework CC Licenses, et vous avez toute la liste, toutes les descriptions avec les 85 000 pages de description et tous les copyright law, etc., etc. Deuxième type de licence, ça s'appelle permissive. Alors, on a vu le public domain tout à l'heure, que c'était la most permissive, donc c'était un peu l'extrême. Et ici, on va voir un peu la version au milieu, la permissive. Contain minimal requirement about how the software can be modified or distributed. C'est-à-dire, ce sont des types de licences qui sont assez courtes. Donc, on n'a pas 85 pages de licences à lire et à approuver avant de pouvoir faire quelque chose, comme c'est le cas dans d'autres types de licences. Et ça, c'est aussi une raison pour laquelle ce type de licence, ça rentre dans les cas plus utilisés dans le monde open source et aussi plus utilisés dans le monde académique. Si on va voir, par exemple, la première type de licence, dans ce cas, elle rentre la licence MIT, donc elle a été créée justement dans le milieu académique, et c'est une parmi les plus utilisées, on va dire, pour les projets académiques et pour les projets qui sont publiés en open source. C'est vraiment courte et clear. Donc, si vous allez essayer de lire, je pense, une page, une demi-page de licence, et ils disent clairement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec le code. Vous pouvez aller vérifier sur le site MIT License tout ce que vous pouvez faire avec. Bien sûr, BSD License, une autre qui est née dans le milieu académique, Berkeley Software Distribution, c'est assez similaire de la version MIT, mais un, c'était un peu dans la East Coast, MIT Boston, et de l'autre côté, on parle de Californie, donc de l'autre côté West Coast. C'est assez similaire, mais avec des petites différences. C'est aussi une licence qui est largement utilisée dans des domaines, dans les milieux académiques. Troisième type de licence qu'on peut trouver de ce type, c'est l'Apache. Apache License, c'est aussi un type de licence qui est permissive. Et là aussi, le fait, ça peut être réutilisé de manière assez simple et n'est pas si longue comme type de licence. Mais la particularité par rapport à l'MIT et la BSD, c'est que toutes les modifications en fait qui ont été faites à partir du code source original, il doit être partagé avec la nouvelle release ou la nouvelle distribution de code. Donc, il faut documenter toutes les modifications qu'ils ont faites. On va dire cette licence, c'est typiquement utilisée quand on veut un peu garder sous contrôle
ce qui se passe dans le code et avoir en ligne, un fil rouge, on va dire, dans le développement open source. Alors que dans la MIT et BSD, normalement, ils peuvent se forquer, ils peuvent se créer plusieurs versions et après, on va vite perdre le contrôle même de ce qui s'est passé. Troisième type de licence, on parle de copyleft license, donc copyright and copyleft, c'est quelque chose qui, ça peut donner le libre accès à l'utilisation du code, as long as you meet the requirement for redistribution under the same license. C'est-à-dire, j'ai une licence, mais si je veux repartager mon code modifié, etc., je dois utiliser le même type de licence. Donc, c'est à nouveau un différent type de partage. On va dire ce type de licence, il n'est pas souvent utilisé dans les milieux académiques. Il est plutôt utilisé dans des milieux de code, par exemple pour Linux ou pour du développement pour des codes qui tournent sur un ordinateur comme ça, mais pas plutôt pour un projet académique, on va dire. Dans cette catégorie de copyleft license, la famille des licences, parce que c'est une famille de licences qui rentre, on va en acheter par exemple le New GPL, General Public License, et là c'est clair et net la définition. Any derivative work must be distributed under the same or equivalent license term. OK? Donc moi je vais télécharger, je ne sais pas, mon New application qui tourne sur ma distribution Linux. Normalement, ils ont été partagés avec la licence GPL. Oui, bien sûr, je peux avoir accès au code open source, mais si je veux modifier, je veux le partager, je dois appliquer le même type de licence. Je ne peux pas partager avec une licence, par exemple, MIT. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Après, bien sûr, peut-être ce modèle, c'est un peu trop restrictif. Est-ce qu'on peut assouplir un petit peu ce terme de licence? Donc, ils ont créé la LGPL, donc Lesser General Public License, qui va permettre un peu le partage de manière un peu plus souple. Et c'est utilisé un peu plus pour ce qui concerne les librairies. OK? Alors que pour le New GPL, c'était plutôt l'application standalone. Alors ici, dans le LGPL, c'est utilisé plutôt pour les librairies. Et alors qu'ils ont inventé encore un troisième, il y en a encore, hein, ça ne termine pas ici, ça c'est juste les principaux. C'est la affaire General Public License, c'est à nouveau construite sur un cas de figure et sur un type d'application spécifique. Par exemple, le logiciel qui était, on va dire, était construit pour être exécuté sur des networks, donc sur des machines qui sont partagées. À nouveau, vous avez toutes les descriptions détaillées sur ce site new.org, licenses, GPL, etc., pour trouver plus d'infos détaillées. Donc, on est passé un peu en revue de ce qui sont les trois familles de licences et quelques exemples de ce type de licence. Mais là, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que si je dois choisir une licence, comment je peux attaquer mon problème? Et il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à vérifier. Donc, en fait, il y a une plateforme qui est inventée, parce que bien sûr, c'est un problème commun. On va dire, c'est un problème de tout le monde qui veut approcher ce monde de l'open source. Et ils ont créé cette plateforme, ça s'appelle chooselicense.com. Donc, vous voyez le terme de complexité de ce monde de licences, où ils vous posent juste toute une série de questions et ils essaient de vous aider et de vous adresser vers
la licence qui, c'est on va dire, la meilleure dans votre cas d'application. Vous voyez, par exemple, les questions que vous voulez poser. I need to work in a community. OK? Quelles sont les licences qui sont préférées par la communauté? Ça, on sait déjà, c'est par exemple les BSD ou MIT, etc. Ou l'autre point principal qu'on trouve ici au milieu, I want it simple and permissive. OK? Aucun doute, go for the MIT license. It's short and to the point, right? I care about sharing improvement. Donc, je veux un peu forcer les gens à aussi partager quand ils font des améliorations au code. Donc, ils font bug fix, etc. Ils ne vont pas les garder pour eux. Ça, c'est la GPL, qui est la copyleft, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais à nouveau, si vous allez regarder sur ces sites, ça va vous donner des bonnes indications de comment et quelle licence vous pouvez choisir pour votre projet spécifique. Oui, il y a aussi des autres questions. My project is in software. Et il y a aussi des licences pour ça. Okay? Or I want more choices. More licenses are available. Ça, je peux vous assurer, il y a toujours plus de licences. Je pense que dans ma vie, j'ai jamais réussi à avoir une liste complète des licences à disposition. Après, bien sûr, il y a des cas qui sont vraiment particuliers, mais dans toute ma vie, je n'ai jamais réussi à trouver une liste exhaustive et complète de toutes les licences disponibles. Et aussi, I don't want to choose a license. Here is what happens if you don't. Ça veut dire, on ne rentre pas dans les domaines, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la définition de open source. Si on n'a pas de licence, on n'est pas en train de partager notre code selon la définition de code open source. On peut dire, oui, on a fait une release du code, on a donné libre accès au code, mais ce n'est pas compliant avec la définition de open source. Voilà, si on va revenir, et je pense la réponse est aussi, c'était aussi facile à répondre et remplir ce tableau sans avoir déjà rempli. Si on va regarder la liste des top 10 open source licenses qui ont été utilisés dans des projets open source 2022-2023, on peut trouver la MIT, à nouveau, première place, suivi par l'Apache et BSD. Donc, vous voyez que dans les top 4, on va dire, on a les permissive, donc la deuxième catégorie que je vais présenter. Ce sont les licences les plus simples, les plus user-friendly, faciles à comprendre, etc., etc. Après, sont suivis aussi dans les GPL, pardon, Generic Public Domain, donc les Creative Commons, ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous voyez comme les General Public License, on a vont en bas dans la liste. Now, where to host open source code? Donc, on a vu les principes. On a vu un peu les types de licences. Maintenant, la question c'est, si je veux commencer, je peux héberger où mon code source? Que ça soit accessible par le monde. Okay? Donc, nous, on est habitués dans le milieu universitaire et dans le milieu académique qu'il y en a des plateformes qui sont internes à l'université. Maintenant, on va voir aussi quelques noms. Mais là, quand on va rentrer dans l'optique open source, on doit rentrer dans l'optique open source pour tout le monde. Okay? Pas de discrimination vers groupe de personnes, pays, etc., etc. Donc, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Donc, c'est où que je vais héberger mon code. Aujourd'hui, à nouveau, on parle de... à partir de 1998, sont passés 24 ans jusqu'à aujourd'hui. 24, non, 26. Mais 2024, oui, les années, c'est... ils ont créé plusieurs plateformes. OK? Donc, il y a toute une liste énorme, malgré le fait que probablement les gens ils connaissent juste 2 ou 3, mais on a une liste aussi assez large.
Donc, la première place, on peut trouver les fameux GitHub. Je suis presque certain que si vous êtes un petit peu dans les milieux où vous avez eu l'occasion de regarder un projet open source, vous êtes tombé sur GitHub, sans aucun doute. Après, on a GitLab, Bitbucket, mais il y a aussi Google Code, qui sont des autres plateformes, ou SourceForge, c'est plutôt pour les codes GPL, on va dire, où on peut trouver des codes qu'on peut compiler, peut exécuter sur notre plateforme. Après, il y a FreeCode, Apache Software Foundation Projects. C'est à nouveau, c'est une plateforme, là, c'est exprès pour les projets avec licence Apache. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager un code avec licence Apache sur GitHub. C'est tout autre chose. Après, on a Savannah, cPann for Perl, CRAN for R Project, and Citan for Text, etc., etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs plateformes. Donc, on va passer maintenant à juste les les principales plateformes, GitHub, GitLab et Bitbucket, pour voir un peu les différences et les avantages et inconvénients des trois plateformes. Donc, à nouveau, le succès de GitHub, c'est la large community. OK? Donc aujourd'hui, ils ont plus de 5 millions de développeurs autour du monde. OK? Et presque, je pense, 95, 98, on va dire 90%, je ne sais pas exactement, mais la plupart des projets open source, c'est hosté, c'est hébergé sur GitHub. Et ils offrent toute une série de features. OK? Il y a les issues, par exemple, project management pour les bugs, etc. Pour le request and review process. OK? Donc, pour avoir quelqu'un qui va monitorer les processus de merge, on va dire, de code euh, vers la branche principale. À nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de tout ça. Ça, c'est juste pour vous donner des indications sur les features et la plateforme qui peut vous pouvez héberger votre code open source. OK, GitHub, et ça, c'est les liens, github.com. Après, il y a aussi des plans qui sont gratuits et des plans qui sont payants. Ça dépend beaucoup de votre utilisation. Mais il y a aussi des grosses entreprises qui aujourd'hui utilisent GitHub comme élément pour partager leur code en open source. Après, on a GitLab. C'est une autre version. C'est aussi utilisé dans les milieux académiques, universitaires. Euh, je pense que chaque labo a un peu son GitLab, etc. Après, ça dépend aussi des universités. Mais la différence principale par rapport à les autres outils, c'est qu'il a la suite pour DevOps, les développeurs DevOps. À nouveau, ça, c'est des aspects qui sont purement techniques, donc ce n'est pas lié à le fait que je peux héberger un code gratuitement quelque part avec une licence et je peux faire mes uploads, etc., etc. Donc, c'est une autre plateforme qui, de ce point de vue basique, il est parfaitement compatible avec GitLab, GitHub. Par contre, si je veux essayer importer un code, on va dire faire l'export-import depuis une plateforme à l'autre, je peux avoir des petits problèmes au niveau des databases, gestion interne, etc., etc. Donc, c'est bien aussi de planifier, au moment de planifier, d'aller vers une seule direction et choisir déjà depuis le début. Troisième plateforme dont je veux parler aujourd'hui, c'est la principale, c'est Bitbucket. Alors moi, j'avais aucune idée avant d'arriver à l'EPFL de l'existence de ce Bitbucket, mais apparemment, c'était un produit offert avec le package Atlassian. Bon, je ne connais pas trop les détails derrière le fait de ce type d'outils, Bitbucket, mais à nouveau, il a le support Git, donc le même que GitHub et GitLab,
mais avec différences fondamentales qui supportent nativement le Mercurial, qui à nouveau, c'est des aspects purement techniques. Mais on va dire, pour les bases, ça reste toujours compatible. Et si vous voulez partager le code, ça reste toujours compatible avec les principes euh, de la open source definition. Ici, vous avez aussi le site internet bitbucket.org si vous voulez voir un peu plus. À nouveau, je ne fais pas publicité pour un site ou l'autre, etc. C'est juste pour vous donner un choix et vous présenter un peu qu'est-ce qu'il y a à disposition aujourd'hui. La question c'est, OK, quelle est la meilleure? OK, c'est une bonne question. À nouveau, ça dépend de cas d'utilisation. Moi, je peux dire, si je dois commencer un projet open source moi-même, je pense que je vais vers GitHub. Normalement, c'est le premier choix pour plusieurs cas. À la GitLab a la particularité qu'il y a cette DevOps team qu'ils ont supporté pour trouver plus user-friendly et plus pour eux. Mais à nouveau, DevOps developers, normalement, ce n'est pas dans les milieux académiques, mais on parle plutôt de milieu professionnel. Et le même, c'est pour Bitbucket, où on a l'intégration avec des project management tools, etc., qui sont spécifiques dans un environnement qui peut rentrer dans des cas d'utilisation dans une entreprise. Dans les milieux académiques, donc à exception de laboratoires internes ou pour des projets confidentiels, je pense que GitHub, c'est la plateforme à nouveau la plus utilisée. OK, je vais gentiment, j'ai encore un quart d'heure plus ou moins, je vais essayer d'accélérer peut-être un petit peu. Donc, open source software and research in academia. OK? Donc, quel est le lien et pourquoi on voudrait partager notre code et on voudra faire un peu ce partage. Quelle est la motivation qu'on peut trouver là derrière à faire tout ce travail et prendre tous ces mal de tête? Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse, OK? Qu'est-ce que c'est Research Artifact et qu'est-ce que c'est Open Source Software? OK? Donc, Open Source Software, c'est un code, on a vu depuis la définition, qui est partagé, accessible pour tout le monde, avec une licence, qui peut modifier, exécuter, etc., etc. Research Artifact, c'est quelque chose qui utilise du code qui est open source, donc un Research Artifact est forcément lié au concept open source software. OK? Par contre, open source software, ça ne veut pas forcément dire research artifact. Et maintenant, on va voir pourquoi et comment. Donc, l'objectif et l'initiative de ce Research Artifact dans les communautés internationales et des conférences, c'est de promouvoir la reproducibilité de résultats publiés dans les papiers. Et ils vont le mettre aussi valoriser, okay, les papiers qui ils ont aussi un code qui est donné à open source et aussi les artefacts qui vont avec ce code open source. Donc, sur ces papiers, ils vont mettre un stamp qu'ils appellent ça badge, qui sont en fait assignés par les ACM and l'IEEE. Et tous ces badges, en fait, on va voir juste après les différents types de badges et qu'est-ce que ça veut dire. Mais pourquoi moi, en tant que chercheur, je devrais partager et créer mes research artifacts? Vous devez toujours garder un peu en tête l'impact dans la communauté de la recherche que vous voulez avoir, quel est notre job et quelle est notre mission, OK? Mis à part tous les aspects, les collaborations industrielles qu'on a dans les milieux, notamment HSSO, etc., où c'est même compliqué parfois de partager les papiers, ça je comprends bien. Donc, encore moins, ce sera le partage en open source du code et créer des research artifacts. Donc, je comprends bien tous ces aspects, mais en tant que chercheur,
vous devez toujours penser à l'impact et le bénéfice que vous faites pour la communauté de recherche et pour la société. OK? Donc, le premier avantage, c'est justement la reproducibilité des résultats. OK? Donc, les résultats sont validés. OK? Ce que j'écris dans mon papier, c'est vrai. Donc, il y a déjà des principes qui sont éthiques là derrière. Du moment qu'en tant que chercheur, on va écrire un papier, on doit écrire des résultats qui sont vérifiés. OK? On ne doit pas inventer des résultats. Ça fait partie de l'éthique et ça, c'est une chose. Par contre, on connaît bien les enjeux derrière les publications et tout ce qui va avec les publications. Et moi, je me suis retrouvé aussi dans des cas particuliers, dans des comités scientifiques, au moment de accepter des papiers de recherche ou des projets, où quelqu'un a soulevé justement des doutes sur la qualité et sur la vérité des résultats présentés dans les papiers. Ces résultats, ils sont, entre guillemets, ils sont trop exceptionnels pour ce type de projet. Il y a quelque chose qui manque, il y a des choses qu'ils n'ont pas, ils expliquent pas et on comprend pas comment était fait en réalité. Donc, toute cette série de doutes qui il peut être objet de discussion au moment de valider un papier de recherche ou accepter aussi un projet euh, pour pour des financements, parce que le processus, ça peut revenir parfois à à des mêmes conclusions. Donc, vous devez considérer ça comme un élément de plus qui va rendre plus fort votre publication et votre demande. OK? L'autre aspect, c'est bien sûr reuse of the results to move and push forward your research. OK, on regarde toujours, on est chercheur. OK, moi j'ai fait une recherche basée sur un projet. Après, je suis bien content si quelqu'un d'autre va prendre ma recherche. Il peut construire des choses en top de ma recherche et utiliser aussi mes données. Utiliser mes données, utiliser mon code, etc., etc. Bien sûr, il y a tous les aspects liés à citer mon projet, citer le papier, etc., parce que ça fait partie de l'impact, mais ça rentre dans des aspects éthiques. Mais c'est juste que cet aspect lié à la research artifact et le release de code open source, ça va aider pour push forward your research. C'est arrivé plusieurs fois dans mon cas, dans mon expérience. Parfois, j'étais aussi co-auteur des gens qui ont utilisé mon code parce que j'ai aussi les aidés, supportés, j'ai fait aussi des modifications, etc. Parfois, ils ont été juste utilisateurs de mon code et ils ont cité mon papier dans leur recherche. Et bien sûr, ce que j'avais déjà anticipé tout à l'heure, make strong your research impact. OK? Vous imaginez, vous allez publier un papier ou faire une demande de financement. Si vous avez des research artefacts et, avec de open source software qui vont prouver la qualité de votre résultat et la véridicité de ce que vous êtes en train de dire, ça va donner des arguments plus forts pour votre recherche. Je viens vite vers le artifact evaluation de processus SCM. Donc, pendant le processus, a paper can be awarded avec trois types de c'est 5 types de badges. Parmi, il y en a le type des similaires ou des badges qui ne peuvent pas être ensemble. Donc, au maximum, il peut y avoir 3 badges de type ensemble. Donc, artifact evaluated qui sont functional ou reusable, artifact available, result replicated or reproduced. C'est pour ça que je disais les 3 types de badging. OK, vous avez toutes les informations liées à le review badging et les différents types de badges sur le site internet de l'SCM. Et c'est aussi tout un monde qui est en train de se construire, en train de s'évoluer aussi dans les milieux des conférences. Donc, c'est tout en train d'évoluer. Et de l'autre côté, l'autre association
professionnels que c'est la IEEE, on va dire, ils ont aussi mis en place des sortes de badges qui sont similaires, mais pas exactement les mêmes. Donc, le processus, c'est à nouveau similaire, mais pas exactement le même. Donc, un papier peut avoir tout ce set de badges, code and dataset available, or reviewed, or reproducible, etc. Vous avez aussi le site internet ici pour aller voir un peu et trouver toutes les infos liées à le type de badging. Maintenant, je vais partager la dernière chose avec le processus, comment ça fonctionne, quelles sont les questions qu'on doit répondre pendant le processus d'évaluation des artefacts. Donc, la première chose, c'est que est-ce que je peux accéder à cet artefact ou pas? Is the artifact available on a public link? Does it have a citable link? Not that GitHub is not a citable link, as the node.doi is. OK, donc on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on n'a pas trop le temps, mais il faut rajouter en fait un Digital Object Identifier sur un site GitHub, donc pour faire en sorte de friser le status de votre repository et faire en manière que chaque modification, en fait, ça revient à notre DOI. Donc, vous avez aussi toutes les informations qui vont expliquer comment générer ces DOI. Mais si vous n'avez pas les DOI, ça ne va pas être un lien qui peut être cité. Et aussi, what type of license does the artifact have? Et ça fait partie de OSI approved or not? Ça, c'est un autre aspect. S'il n'a pas une licence approuvée, on ne peut pas évaluer les artefacts. Is the data used to generate the results available? If you run the artifact, are you able to get the results published in the paper? Et dernier, que c'est important, la qualité de readme information and difficulties encountered. Si j'ai le code, mais je ne peux pas l'exécuter, je ne peux pas oui, je ne peux pas l'exécuter, je ne peux pas le compiler. À nouveau, ça ne revient pas au principe de partage de research artifact. Donc, good practice and common mistakes, c'est qui arrive très souvent. Donc, good practice, quand you submit a paper, be ready to provide research artifact. Alors, normalement, c'est quelque chose qu'il faut ticker, il faut rajouter, oui, j'ai des research artifacts au moment de la soumission, mais après, vous avez tout le temps pour construire tous les packages, tous les repositories avec calme. Et c'est quelque chose que normalement, ce n'est pas double blind review. Donc, vous avez aussi le contact avec votre évaluateur. Vous avez besoin de créer ce persistent link avec le Digital Object Identifier, okay, parce que sans le DOI, l'artefact ne peut pas être validé, parce qu'autrement, vous avez la possibilité de changer à chaque fois le code et après faire des ping-pong avec les évaluateurs et dire oui, non, mais ça fonctionnait, non, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut freezer le repository et du moment que le repository est freezé, le artifact evaluation process can start. Et aussi, the running examples and dataset must be available as well. Consider putting pre-compiled binaries on your repository, especially when you create a DOI. Si vous voulez être sûr que la personne n'arrive pas à compiler ou il y a des autres problèmes à gauche à droite, essayez de faire au mieux, même peut-être en partager le code qui est déjà précompilé. Quelles sont les erreurs qui arrivent souvent? Bah, le code, oui, c'est open source, il est en licence, mais il utilise des librairies cannot be open sourced. Donc, il utilise des librairies propriétaires d'Intel ou des librairies de quelqu'un d'autre, donc il ne peut pas être open source. Et là, c'est un peu un problème parce que, en fait, le code ne peut pas être exécuté ou compilé ou hébergé quelque part. Oui, le code est open source, mais il n'y a pas de documentation ou comme compiler ou exécuter le code. À nouveau, ça ne rentre pas dans les principes, ça ne rentre pas dans les research artifacts, ça devient difficile d'évaluer et d'avoir des badges. Et aussi pour les third-party dependencies. Une excuse qui arrive souvent, une fois qu'on va interpeller les auteurs des papiers, etc. Ah oui, mais tout fonctionnait bien jusqu'à la dernière version que j'ai téléchargée, après ils ont fait une mise à jour, etc. Oui, on comprend bien au moment d'évaluer, mais c'est aussi votre responsabilité de ne pas avoir trop de dépendances ou d'éviter d'avoir des dépendances avec des third parties. Okay? Donc, faites attention aussi à ça. Donc, je conclue ma présentation sur ce open source software.
Donc, avec une petite checklist, OK, qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez approcher vers ce monde et vous voulez partager votre code comme open source. Donc, vous avez vu, la première chose à faire, choisir la licence, OK? Donc, vous allez un peu voir quelle est la licence que ça fait pour votre cas d'utilisation. Choisir la plateforme pour héberger votre code et documenter your code, OK? Document your code, readme, running examples. C'est très important pour la communauté. OK, comme vous avez vu, ah oui, une autre chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, je n'ai pas eu trop le temps de parler, mais en fait, aujourd'hui, il y a des published predators, il y a aussi des predators dans les Git et dans les contributeurs. Donc, il y a, euh, si vous commencez à avoir des gros projets open source, etc., il y a des gens qui veulent participer juste pour avoir leur nom dessus et être partie oui, de la liste des contributeurs, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens, même pour des engagements, ils vont vérifier combien de commits ont été faits sur un Git repository particulier, très nommé, etc. Donc, faites très attention, surtout dans les milieux académiques, avant d'accepter des contributeurs pour votre projet open source. Assurez-vous de vous de connaître la personne, connaître même virtuellement, mais pas dans le sens personnel, mais qui sont vraiment des collaborateurs réels, qui ne sont pas de bots, on va dire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est aussi très facile de faire des commits à gauche, à droite, augmenter les niveaux des commits, et faire semblant qu'ils ont contribué beaucoup à certains types de projets. Donc, faites juste attention. Et comme vous avez bien compris de cette présentation, il y a plusieurs voies pour avoir un code logiciel qui est open source. OK? Donc, il n'y a pas quelque chose qui est correct, il n'y a pas quelque chose qui est pas correct, mais tout ça dépend dans votre cas spécifique d'application et qu'est-ce que vous voulez faire avec, avec ces codes et quelle est votre vision. Donc, avec ça, j'ai conclu. Je pense que je suis même hors le temps à disposition.